Bonjour et bienvenue sur ce webinaire de simulation des écoulements transitoires turbulents à géométrie complexe avec PowerFlow. Je suis Cyril Pujos, consultant simulation pour Keonis et je vous invite à venir découvrir ce logiciel ensemble. Alors, comme vous le savez déjà, si vous êtes là, nous organisons chaque mois un webinaire ou plusieurs de temps en temps, sur des thèmes tels que la simulation, la conception et le système engineering, avec de la présentation de produits principalement, pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des sujets qui vous intéressent, à nous contacter sur 3dx@keonis.com de façon à ce qu'on puisse les traiter et répondre à vos préoccupations du moment. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté Simulation Keonis à travers notre mini-site dédié à la simulation. Il est trop souvent ignoré. Il y a plusieurs articles techniques sur des nouveautés, sur les différents webinaires que nous avons déjà donnés et qui peuvent vous intéresser. Alors, venez le consulter. Il est fait pour ça. Il est fait pour vous. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est donc PowerFlow. Alors, PowerFlow s'inscrit dans la logique de Dassault Systèmes qui a visé à acquérir des simulations multiphysiques. N'oublions pas que l'objectif de la partie Dassault Systèmes Simulia, c'est leur motto, c'est Reveal the world we live in. Et pour ça, ils ont besoin d'acquérir toutes les solutions possibles pour pouvoir modéliser toutes les physiques possibles. Donc, dans cette logique-là, eh bien, il y a soit du développement technique pur, soit également, effectivement, des achats de logiciels. Alors, c'est comme ça que les différentes solutions en mécanique des fluides numériques, ou CFD, se sont beaucoup développées. Alors, à l'origine, il y avait Abacus CFD, qui a laissé la place aujourd'hui à la solution de Fluid Dynamic Engineer qu'on retrouve sur la 3D Experience. Et puis, il y a aussi l'acquisition de deux solutions dont on a déjà parlé, Xflow et PowerFlow, qui sont des solutions Lattice-Boltzmann. Alors, jusqu'à présent, on n'avait pas encore mentionné ce qui pouvait être fait avec PowerFlow. C'est l'occasion aujourd'hui de remédier à cette lacune ensemble pour découvrir un petit peu ce que ça cache. Alors pour faire tout ça, on va faire quelques rappels sur la méthode Lattice-Boltzmann parce que tout le monde n'est pas familier avec ça et d'avoir quelques concepts pour nous aider à comprendre ce qui se cache derrière ces logiciels. Ensuite, on verra l'organisation en modules de PowerFlow et les applications type de sujet qu'il est capable de traiter pour se donner une idée générale. Et enfin, on traitera le plus gros de ce webinaire en allant découvrir les interfaces de quelques modules principaux de façon à se familier un peu à l'envers du décor. Vous connaissez peut-être déjà certaines simulations que vous avez trouvées sur Internet. Eh bien, c'est l'occasion aussi de voir ce qui se passe, comment on travaille avec l'outil. Voilà le programme. Et bien, c'est parti. Allons-y. Alors, la méthode Lattice-Boltzmann, eh bien, il faut d'abord remettre le contexte en sachant que la mécanique des fluides classiques s'intéresse aux fluides du point de vue macroscopique. Et ce point de vue macroscopique a été traditionnellement modélisé par les équations de Navier-Stokes. Il y a différentes méthodes de discrétisation. La plus commune et la plus utilisée, c'est la méthode des volumes finis, mais on utilise également des éléments finis, des éléments frontières et d'autres méthodes spécifiques pour faire ça. Alors, ici, on va changer le niveau d'approche, c'est-à-dire qu'au lieu de se situer au niveau macroscopique, eh bien, on va descendre. Alors, le plus bas niveau, ce serait le niveau microscopique ou le niveau moléculaire, où là, on s'intéresserait aux interactions moléculaires, mais ce serait extrêmement gourmand pour traiter les fluides complexes. Aujourd'hui, impossible en termes de ressources. On va donc utiliser une approche entre les deux qui est mésoscopique, où on va s'intéresser effectivement au choc entre les particules, mais qu'on va traiter de façon plus statistique. C'est ça le principe qui est derrière. Alors, pourquoi c'est intéressant? Eh bien, d'abord parce que c'est une approche qui est aussi valable pour des milieux moins concentrés, c'est-à-dire, par exemple, effectivement des gaz qui auraient une faible densité de présence.
Donc, ça va permettre de généraliser les modèles classiques obtenus. C'est parce que ce modèle-là reste valable aussi lorsqu'on s'intéresse à des milieux plus denses tels que les liquides classiques. L'autre intérêt de cette modélisation, c'est que puisqu'on va s'intéresser aux chocs particulières, eh bien, on va prendre en compte certains phénomènes de façon directe, de façon implicite dans notre modèle. C'est le cas par exemple de la turbulence. Pourquoi? Parce que la turbulence, c'est simplement une traduction de l'insuffisance de l'amortissement visqueux des chocs dans le fluide. Et donc, si on prend ces chocs en compte directement, eh bien, par rapport à l'effet de viscosité, la turbulence va apparaître et se développer naturellement et à la bonne échelle. Alors, la fonction du coup de distribution des particules, c'est ça qui va nous permettre de piloter cette modélisation. Donc, on va s'intéresser à l'intérieur d'une lattice, une maille, hein, si on reprend un modèle, on va dire, classique. Et puis, on va regarder dans chacune des directions, alors ici c'est en 2D, mais on a la même chose en 3D, on va regarder dans chacune des directions quels sont les voisins et quels sont les échanges qu'on a avec ces fameuses mailles voisines. Vous imaginez ici, hein, autour de celle-ci, on a 8 mailles, et avec chacune de ces mailles, eh bien, on a des échanges de particules. Et donc, chaque fois qu'on a des échanges, eh bien, il va y avoir des chocs qui vont redistribuer. Et donc, on va pouvoir suivre l'évolution de la population particulière du fluide par rapport à ça. Ensuite, grâce à ces opérateurs, on va pouvoir, par intégration, retrouver la masse volumique ou le moment, et donc reconstruire les quantités classiques de la mécanique des fluides numériques. Ce qui nous permet, du coup, de retrouver les résultats dont on a besoin pour traiter les problèmes qui nous intéressent dès lors qu'on rentre dans ce champ. Alors, ces méthodes-là ont un autre intérêt, c'est qu'il n'y a pas de matrice, on est vraiment sur des méthodes algébriques, et donc ce sont des méthodes qui vont être des méthodes, on va dire, explicites, ce qui veut dire qu'elles sont, elles sont très rapides à calculer, mais en revanche, on est limité par un pas de temps stable, c'est-à-dire qu'entre deux incréments successifs, eh bien, le pas de temps doit rester suffisamment petit pour que la solution demeure stable. Alors, comme on le disait tout à l'heure, hein, le fait de travailler sur cette solution particulière va présenter un certain nombre d'intérêts pour des catégories de problèmes. Ainsi, le fait, comme on s'intéresse à cette fonction de distribution des particules qui est gérée notamment par cette gestion des chocs, eh bien, on va naturellement prendre en compte des phénomènes transitoires. Parce que finalement, ce qui va nous intéresser, c'est justement, ce sont les changements. Et donc, c'est là où on va avoir un vrai gain par rapport aux solutions qui nous intéressent. Si vous vous intéressez à des solutions stationnaires, très clairement, eh bien, ce suivi de choc va être coûteux en termes de ressources pour obtenir un état stationnaire. Ce n'est pas la solution idéale. En termes de turbulence, eh bien, cette fois-ci, puisque là aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va regarder comment ces chocs vont générer du mouvement par rapport à l'amortissement visqueux, et donc ce qui peut développer la turbulence. Et du coup, on va automatiquement simuler les grands tourbillons. Alors, ce que j'appelle les grands tourbillons, c'est les tourbillons qui sont grands par rapport à l'échelle de maille la plus petite. Ça veut dire qu'effectivement, quand on est en dessous de la maille, ben là, on ne peut plus voir les échanges directement liés à la turbulence. Et donc, on va avoir une échelle de coupure, et où là, on va modéliser les effets de la turbulence, effectivement, pour les tourbillons qui sont inférieurs au petit nombre. Ça, c'est ce qu'on appelle une modélisation du type LES, Large Eddy Scale, et qui est, on va dire, programmée implicitement à l'intérieur de ce type de méthode. Là aussi, on a des effets compressibles naturels. Alors, il s'agit ici du fait que le fluide est forcément
compressible là-dedans, puisque eh bien, on s'intéresse au choc et donc on va suivre les distributions de population, mais voilà, on n'impose pas une pression spécifique pour maintenir l'incompressibilité. Alors là, ça présente d'autres intérêts. On a par exemple une facilité à mailler. Effectivement, le fait qu'on travaille avec des lattices fait qu'on va s'intéresser, vous voyez sur l'image du bas, on va s'intéresser du coup à ces treillis, ces lattices autour. Et la difficulté souvent qui se présente avec les méthodes traditionnelles, c'est de mailler des géométries complexes. Pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser à la couche limite qui est autour des obstacles solides et qui peut être difficile à représenter. Ici, ce qu'on va mailler, c'est l'espace fluide avec des voxels, ces lattices qui sont volumiques. Et là où elles vont intersecter les solides, eh bien, elles vont définir des limites qui sont des surfaits, qui vont en fait automatiquement représenter la géométrie et nous permettre d'avoir une bonne précision. Et du coup, eh bien, le maillage va être très simple à faire. Et ça, c'est un gain de temps considérable par rapport aux méthodes traditionnelles. Enfin, la méthode d'Atis-Boltzmann, travaillant sur des échanges particuliers, elle va se paralléliser extrêmement bien. Ça permet, avec PowerFlow, d'utiliser avec un très bon rendement plusieurs milliers de cœurs en parallèle pour faire des gros calculs. Et ça, c'est un intérêt également considérable. Alors, ceci étant dit, comment se présente le logiciel et qu'en fait-on? Alors, PowerFlow se décompose en modules. On a par exemple une première partie qui est PowerDelta qui va s'occuper de la géométrie, notamment les géométries solides, comment on va les travailler un petit peu pour qu'elles soient facilement utilisables au cours de nos calculs. Puis PowerCase qui va s'occuper de la mise en données principale. Donc c'est là où on va rentrer notre modèle. Après, il y a des solvers, PowerFlow, PowerTerm, qui sont inclus dedans, et puis d'autres outils de post-traitement, PowerInsight, PowerVis, PowerAcoustic, en fonction des différentes thématiques indiquées. Donc, voilà un petit peu les sujets sur lesquels on va pouvoir travailler par rapport à tout ça. Alors, on va maintenant présenter quelques-unes des applications qui sont ici. Alors, vous les avez peut-être déjà vues, hein, on en trouve beaucoup sur Internet assez facilement en cherchant dans les vidéos. Donc, des écoulements traditionnels qui peuvent se passer ici. Alors, vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir prendre des détails et aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de la structure, au niveau des moteurs, même si c'est petit, parce que ces détails peuvent nous intéresser. Et ils vont nous intéresser, d'une part, ce qui va nous occuper, c'est aussi la partie thermique, mais également la partie acoustique. Et un des points forts de PowerFlow qui lui permet aujourd'hui de prendre une place importante et incontournable dans le monde de l'entreprise, c'est sa capacité à traiter les problèmes acoustiques. Alors, vous avez ici des représentations de travail sur du transport thermique, du transport de particules également, au sein des bureaux, pour voir un petit peu comment tout ça peut se passer. Ici, sur les aspects thermiques, voilà, vous avez ici les ventilateurs. Alors, on voit bien les ventilateurs qui tournent, effectivement, pour prendre en compte correctement la ventilation. Au bout d'un moment, ils s'arrêtent et ça génère une surchauffe à l'intérieur de notre modèle. Les détails que vous voyez ici, bien qu'il y ait une représentation réaliste qui est là aussi un des outils de PowerFlow, sont bien pris en compte, c'est-à-dire qu'on peut prendre en compte les détails de la géométrie dans la plus grande précision. Encore une fois, on est capable d'aligner un grand nombre de processeurs pour traiter ces problèmes. Voilà. Alors, une autre thématique très différente en termes d'échelle, ici, c'est du transfert de particules, vous voyez, sur le quartier de la Défense. Là encore, c'est vraiment pour se donner une idée du spectre possible des possibilités en fonction du vent.
il y a des variations de vent qui sont proposées pour regarder un petit peu comment tout ça fonctionne dans le temps. Alors là, on a les bâtiments, effectivement, mais il faut savoir qu'au niveau de la simulation, il y a aussi des représentations au niveau qui descendent à l'échelle des bureaux qui peuvent être à l'intérieur. Donc on peut avoir de très grandes échelles de précision différentes à l'intérieur du même modèle. Ça, c'est aussi assez intéressant. Alors, dans une autre thématique où PowerFlow s'est illustré récemment, eh bien, c'est pour combattre les aspects de propagation du Covid. En effet, sa modélisation a été particulièrement adaptée et a permis de regarder comment il pouvait circuler, alors que ce soit dans les hôpitaux ou dans des grands bâtiments publics. Ici, vous avez l'Opéra Philharmonique de Paris. Donc, les résultats obtenus par simulation, notamment dans les hôpitaux, ont pu être corrélés avec l'expérience et du coup, vraiment montrer la pertinence de ce type de modélisation. Et on peut voir les effets de la ventilation ici, à l'intérieur, sur la façon dont ça se propage et les risques donc courus par les différentes personnes présentes. Une autre application concerne le confort thermique, où PowerFlow dispose de mannequins avec des modèles de sensations, selon s'ils sont en été ou en hiver, pour pouvoir évaluer l'état de confort, qui n'est pas une simple fonction de la température, mais aussi du vent et de la circulation. Il y a des modèles qui sont également implémentés là-dedans. Alors, enfin, un modèle d'acoustique. Alors, j'espère que vous l'entendez. Effectivement, le PowerFlow acoustique est capable de calculer le bruit, mais également de le générer en termes de bande son pour vous donner une idée du son qui est produit par les appareils simulés. Voilà un petit peu, on va dire, le diaporama de ce qui peut être fait avec PowerFlow, mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres applications, soit sur des modèles beaucoup plus petits, soit sur des modèles beaucoup plus grands. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le modèle, dans le dur du sujet, pour pouvoir aller regarder ce qui est fait dans les interfaces et comment ça se présente, et voir un petit peu quelques particularités, quelques autres points forts de PowerFlow qu'on ne devine pas nécessairement simplement en regardant ces vidéos classiques. Alors pour ça, on va s'intéresser sur le traitement d'une voiture. Alors on ne va pas tout faire dans le détail, ce serait bien entendu trop long, et donc simplement vous donner quelques idées, quelques illustrations de ce qui est fait. Simplement, vous voyez que le modèle qui est représenté est un modèle assez complet de voiture, ce n'est pas simplement un modèle très simplifié. On va venir tenir compte notamment des grilles qui sont ici pour vraiment suivre la circulation de ce qui peut se passer à l'intérieur. Alors, la première chose, c'est le travail sur PowerDelta. Et PowerDelta, il va, comme je vous le disais, permettre de traiter les géométries pour les rendre facilement utilisables dans le solver. C'est ça qui va être notre objectif. Alors, une des options qui va nous intéresser, par exemple, c'est la capacité à partitionner nos espaces pour pouvoir leur attribuer des propriétés différentes. Vous avez ici différents outils qui permettent de partitionner automatiquement. Alors, il y a différents critères qui existent et qui permettent de traiter ce genre de choses. Par exemple, on peut effectivement faire une auto-partition par part, par nom, par épaisseur, par matériau, si c'est renseigné dans votre géométrie, et ainsi séparer automatiquement votre système. Bien entendu, vous pouvez aussi le faire de façon manuelle et isoler ce qui est nécessaire. Vous voyez aussi ici la diversité d'échelles qui sont représentées et donc un peu plus en détail peut-être la géométrie qui nous intéresse dans ce problème.
Alors, une fois qu'on a fait ces géométries, on va aussi bien sûr les nettoyer. Donc, le fait de les isoler peut simplifier le traitement par rapport à tout ça. Et vous voyez qu'ici, ça a été isolé en différents blocs. La suspension, le moteur, la carrosserie, etc. Les pneus, tout ça va nous permettre de prendre en compte les différentes parties du modèle et pour avoir des géométries qui, elles, seront bien en place. Sachant que notre objectif dans tout ça, c'est de pouvoir les traiter dans la simulation. Alors, ça va nécessiter des choses. Il faut par exemple que les géométries soient de bonne qualité. Et donc, on va les exporter une fois qu'on aura fait le nettoyage. Alors, dans le nettoyage, on va éviter tout ce qui est fuite, tout ce qui est des faces qui s'intersectent, des choses comme ça. Donc ça, on va pouvoir le faire directement avec cet outil. Et ensuite, on exporte les données. Donc, il y a différents formats qui sont possibles avec les unités. Et on va pouvoir ensuite travailler dans ce qui nous intéresse. Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, en parlant de la complexité des géométries. Comment est-elle prise en compte? Eh bien, la discrétisation spatiale va se faire. Je vous rappelle que nous, ce qu'on va coder, c'est au démarrage, c'est la discrétisation spatiale du fluide, c'est-à-dire les fameux voxels qui sont représentés là en 2 dimensions. Ces voxels, ils vont venir intersecter la surface qui, elle, doit être bien étanche du solide pour éviter que le fluide puisse pénétrer à l'intérieur. Et là où il y a les facettes géométriques représentées par notre solution géométrique, lors de la discrétisation, il va y avoir une construction de surfel qui correspond en fait à l'intersection entre les facettes et les voxels. Vous voyez ici, ce qui fait que en fait, la précision du solide va être pour le solver supérieure à celle des facettes. Donc on n'est pas obligé d'avoir une facettisation très importante. L'importance de la facettisation, c'est pour être sûr que la forme géométrique est bien conservée. Mais sinon, si vous avez des surfaces très planes, par exemple, vous n'avez pas besoin de beaucoup de surfaces pour pouvoir les prendre en compte. Vous avez ici des explications sur ce qui va être pris en compte au niveau de la résolution et qui va nous permettre ensuite de faire des calculs d'interaction avec le solide. À noter également que PowerDelta dispose de templates. Alors ces templates, en fait, ce sont des outils qui sont là préintégrés, qui correspondent à des options prédéfinies de nettoyage. C'est-à-dire qu'il y a bien entendu un certain nombre de boutons pour faire ce que vous voulez manuellement, mais vous avez aussi des templates qui vont vous permettre de gagner du temps en appliquant directement et automatiquement un certain nombre d'opérations. Et ce n'est pas la seule fonction. Vous avez aussi la possibilité de créer vos propres templates. Alors pour cela, vous allez créer le type de mesurement que vous voulez faire. C'est comme ça qu'ils sont appelés dans PowerFlow, que ce soit de la géométrie, que ce soit des aspects de maillage, etc. Et toutes ces opérations, eh bien, vous allez pouvoir les copier comme des templates de façon à enregistrer les paramètres et ensuite à pouvoir les réutiliser. Donc là, ça va vous permettre vous aussi de définir vos propres systèmes de fonctionnement en fonction de vos besoins, de façon à, là encore, toujours améliorer la productivité de vos calculs. Une fois que c'est fait, eh bien, on a maintenant des géométries qui sont propres et qui vont nous servir à travailler sur PowerCase. PowerCase, ça va être là la vraie mise en données de notre outil. Alors, la première chose qu'on va faire, souvent, c'est importer effectivement les maillages des solides qu'on a obtenus avec PowerDelta. Évidemment, si vos maillages étaient déjà propres, si vous avez par exemple du très bon STL initial, il n'est pas forcément nécessaire de passer par PowerDelta. C'est juste un outil supplémentaire pour pouvoir corriger ce qui en a éventuellement besoin. Donc ici, dans PowerCase, on importe maintenant nos maillages des solides. Et on va, dès le début, introduire les paramètres de visualisation réaliste. Là encore, ce n'est pas obligatoire.
C'est simplement, si vous voulez de la visualisation réaliste, eh bien, on va le faire dès maintenant et pas en post-traitement. La visualisation réaliste n'est évidemment pas critique. Elle ne change rien en termes de calcul, de qualité de calcul. Elle ne change que le post-traitement, c'est-à-dire la visualisation que vous allez pouvoir en sortir. Néanmoins, aujourd'hui, pour convaincre des décideurs, pour convaincre des clients, eh bien, une visualisation réaliste peut être un vrai plus par rapport à tout ça. Et donc, eh bien, vous pouvez la paramétrer dès maintenant dans votre outil. Une fois qu'on a fait ça, donc, la Power Query se présente comme ça. Vous avez une interface avec différents onglets dans lesquels on va circuler et remplir les étapes au fur et à mesure. Donc ici, par exemple, eh bien, on va définir des choses comme des cadres de référence, référence frame, qui vont nous permettre de définir, par exemple, les rotations des roues. Donc pour ça, on va définir un repère tournant qui va lui dire, eh bien, dans cette zone, eh bien, on va faire tourner le maillage autour de tel axe. Donc pour ça, on définit une boîte, vous l'avez ici représentée en bleu, et qui va entraîner le maillage pour tenir compte de la vraie rotation. Alors, on peut bien sûr faire des méthodes de Moving Rotating Frame, MRF, qui sont classiques, mais on a des méthodes de maillage en rotation qui sont directement implémentées et qu'on va pouvoir appliquer tout de suite avec ce système. Alors, vous avez d'autres options qui sont là aussi intéressantes, comme celui de définir des variables associées à des équations. Donc, par exemple, ici, on a défini Wheel Axle 8, qui est une variable. On lui attribue une valeur associée à une unité, et ces valeurs-là, eh bien, elles vont pouvoir être réutilisées ensuite partout dans la mise en données. Elles sont reconnues. On peut aussi, vous voyez, définir du coup la vitesse angulaire, qui est une fonction de la valeur précédente. C'est une équation, il suffit donc de changer cette valeur pour changer toutes les autres valeurs, de la recalculer, et ensuite, les valeurs, les variables qui ont été introduites dans le modèle vont être modifiées partout. Donc, une paramétrisation du modèle efficace et assez facile à mettre en place. Un autre élément dont on a parlé, c'est effectivement le maillage. Je vous ai dit que c'était facile, je confirme, mais il y a quand même quelques règles à avoir dès lors qu'on veut faire du raffinement. On ne va pas avoir un maillage homogène partout, ce serait inutilement coûteux en ressources. Donc le principe va consister à créer des boîtes de raffinement. Ici, vous en avez quelques-unes de représentées sous forme de boîtes rectangulaires en 2D, hein, on voit avec un raffinement qui va changer à l'intérieur de ça. Au niveau de votre fichier, ici, c'est les fameux VR qui sont là. Plus on descend et plus la précision va être importante. Et lorsqu'on se rapproche de la voiture, eh bien, on va essayer d'avoir plutôt quelque chose qui va épouser la forme du solide. Et plutôt que de faire une boîte rectangulaire, on a pour cela une fonction qui est une fonction d'offset. Donc, que vous avez de représenter ici. Alors, cette fonction d'offset, l'énorme intérêt, c'est qu'effectivement, elle va suivre la géométrie. Il suffit donc d'avoir une géométrie qui reprend tout l'aspect extérieur, qui englobe, et on va pouvoir créer un offset automatique en l'associant, cette fois-ci, avec la précision qui nous intéresse. Alors, ça, c'est particulièrement intéressant comme méthode. Pourquoi? Parce que si, en fait, cet offset que vous avez là, il s'appuie sur une part. Et donc, si demain, vous voulez modifier votre modèle, en disant bah, finalement, la carrosserie, la forme de ma voiture, elle va changer un peu, eh bien, il suffit de reprendre la géométrie de l'extérieur, de la réimporter à l'intérieur de ça, et automatiquement, il va y avoir un recalcul du maillage
par rapport à cette nouvelle géométrie. Mais du coup, il vous suffit simplement de changer la géométrie pour modifier le modèle et tenir compte de toute la géométrie. Et ça, c'est un gain de temps considérable. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'éléments automatiques et que vous partez de zéro, le premier modèle va forcément vous prendre votre temps, puisqu'il faut quand même le temps de le faire, bien que le maillage soit facile, ce qui est déjà un gain. Mais ensuite, lorsque vous allez modifier des géométries, eh bien, ça va aller beaucoup plus vite, puisqu'il vous suffit simplement de remplacer les parts considérées, mais vous continuez à appliquer toutes les mêmes règles et le remaillage se refait tout seul. Et ça, c'est extrêmement efficace dès lors que vous allez faire des itérations sur les géométries. Alors, un autre élément dans ce système, c'est là encore la possibilité d'automatiser le travail. Pour ça, eh bien, vous avez la possibilité d'enregistrer ce que vous faites sous forme de script, qui vont être en fait exprimés en Python, et donc qui vous permettent, là encore, d'automatiser vos tâches pour aller toujours plus vite, toujours plus efficacement. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser, là encore, des templates. Alors, les templates peuvent être très complets. Vous faites des souffleries que sur des voitures, ben, globalement, vous avez pratiquement toujours les mêmes pièces. Ce sont juste les géométries qui vont changer. Et au-delà de ça, au-delà de la géométrie pure, une fois que ce qui est important pour avoir des résultats qui vont être fiables, c'est justement de choisir la bonne taille de maille par rapport à la géométrie. Donc, une fois que vous avez sélectionné vos tailles de maille, eh bien, il suffit effectivement de changer vos géométries à l'intérieur du template et d'appliquer ce qu'on appelle les best practices, c'est-à-dire effectivement les bonnes pratiques spécifiques. Et ces bonnes pratiques, c'est principalement le bon choix de la taille de maille. Ce bon choix de taille de maille, il correspond à deux choses, à la précision par rapport à la ressource, c'est-à-dire au temps de calcul. C'est bien là qu'il va falloir trouver l'équilibre entre ce que vous voulez. Mais en tout cas, dès lors que vous travaillez très souvent sur les mêmes pièces, cette notion de template vous permet, là encore, d'accélérer considérablement votre mise en données pour avoir des résultats toujours plus fiables. Une fois que c'est fait, eh bien, on va lancer le calcul. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de calculs sur 300, voire 2000 CPU. Tout le monde ne dispose évidemment pas de ça chez lui. Hein. Et donc, PowerFlow propose aujourd'hui une solution d'utilisation on-cloud qui vous permet du coup de lancer vos calculs avec ces ressources machines directement intégrées. On a donc ici un exemple de lancement avec ce processus où on part de la définition du run et on va lancer PowerFlow à l'intérieur. Donc, vous avez, c'est donc un cloud qui est hérité d'Exa, qui est la société qui a développé PowerFlow avant le rachat par Dassault Systèmes et qui permet d'avoir accès quand même à un grand nombre de CPU qui sont facilement exploités par PowerFlow. Vous avez aussi plusieurs interfaces. Vous avez l'accès à tous les modules de PowerFlow sans restriction. Et le post-traitement et le pré-traitement ne sont pas décomptés du temps que vous payez. C'est-à-dire que ça compte uniquement sur la partie calcul. Là aussi, des choses intéressantes. Ensuite, une fois que vous avez fait tous ces résultats, eh bien, on va post-traiter. Et alors, nous, on va regarder PowerVis par rapport aux problématiques et on va retrouver globalement des résultats traditionnels hein, de la mécanique des fluides sous différentes formes. Donc, vous avez ici les lignes de champ, la possibilité de faire des coupes pour aller regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur avec des slices. Vous avez les lignes de courant qui apparaissent. Tout ça, c'est très traditionnel. On a bien sûr la possibilité de faire des intégrations pour extraire des forces ou différentes données, d'avoir directement les projections sur les surfaces par rapport à ce qui vous intéresse. Et chez PowerFlow, il y a un gros travail de corrélation qui est fait. Je vous parlais tout à l'heure des best practices, c'est un terme qu'eux emploient beaucoup.
Ces éléments de corrélation, eh bien, ils sont faits avec de l'expérimental autant que possible pour fiabiliser la solution. Et il y a également un grand nombre de publications qui existent et qu'on peut se procurer auprès d'Assosystèmes dans les cas où effectivement on travaille sur des problèmes assez spécifiques. Donc, voilà, quelques-uns qui montrent ainsi vraiment la fiabilité de l'outil, de la simulation par rapport à l'expérimental. C'est toujours important dans ces résultats, bien entendu. De la même manière, encore une fois, c'est une philosophie de l'outil. L'automatisation est possible aussi avec PowerVis. Là encore, vous voulez traiter un certain nombre de véhicules. Vous êtes sur les mêmes gammes, vous êtes sur les mêmes types de géométrie. Le fait de passer par de l'automatisation va vous permettre d'accélérer considérablement cette phase de post-traitement qui peut être relativement longue vu le nombre de données à traiter. Donc là encore, c'est un outil qui reste vraiment là-dessus. Et ces outils de scripting sont aussi en Python. Donc là, pas de changement entre les différentes interfaces. Et bien sûr, qui vont venir compléter les macros que vous pouvez réaliser directement. Voilà donc un premier tour sur PowerFlow pour comprendre, pour voir un petit peu tout ce qui peut être fait avec cet outil. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, d'abord que c'est une solution de mécanique des flux numériques pour les simulations transitoires, turbulentes, à géométrie complexe, que ça couvre la fluidique, la thermique et l'acoustique. Voilà. Déjà, la gamme principale qui va vous intéresser. Le deuxième point, à mon sens, important à retenir, c'est que c'est un outil qui permet une mise en données rapide. Notamment lorsqu'on a des différentes itérations à faire et qui possède aussi beaucoup d'outils d'automatisation pour améliorer la fiabilité en appliquant automatiquement les bonnes pratiques, mais aussi la productivité parce que vous allez refaire ce que vous avez déjà fait, mais de façon automatique, donc beaucoup plus vite. Enfin, PowerFlow est associé à la puissance d'un cloud bien dimensionné qui vous permet d'atteindre une grande précision. Et ces grandes précisions sont démontrées à travers des publications. Donc voilà, c'est un outil dans lequel on peut avancer en grande confiance. Ça, c'est aussi très important lorsqu'on veut investir sur ce type de nouvelles technologies. Alors pour rappel, Keonis, nous sommes là pour vous apporter du conseil, pour vous aider à faire les bons choix, pour vous former si besoin, et bien sûr, pour assurer le support technique. Et c'est dans ce cadre là, que nous avons regardé ensemble cette présentation de PowerFlow. Alors, il existe plusieurs formations de PowerFlow qui vont de l'introduction à l'introduction à PowerDelta ou des modèles plus spécifiques sur des applications techniques, sur la thermique, sur l'aérodynamique, etc. Voilà. Et bien, écoutez, ça met fin à cette présentation. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a montré vraiment ce qu'on pouvait faire et quels étaient les gains qu'on pouvait attendre d'un outil comme PowerFlow. Et puis, ben, je vais vous souhaiter une très bonne journée en espérant vous revoir à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de nous contacter si vous avez des thèmes qui vous intéressent. À bientôt!